C'est 1000 fois plus facile d'être salarié que d'être entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est comme un sport de haut niveau. Si c'est trop facile, tu ne peux pas être meilleur que les autres. C'est excessivement difficile de réussir dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est tout seul. L'idée de ton projet, c'est 1%. Tant que tu n'es pas sur le terrain, ton idée, elle vaut rien. Ça sert à rien de se lancer dans un business si ce business-là, vous ne pouvez pas en vivre. Comment est-ce qu'on fixe ces prix? Un test que je demande souvent de faire, donner le prix à 10 personnes. Si les 10 personnes achètent sans hésiter, c'est que ton prix est trop bas. Augmente 25% de plus, 50% de plus. Si maintenant 70% des gens te disent je prends, 30% des personnes te disent c'est trop cher, c'est bien. Est-ce que c'est OK d'aller contracter un prêt à la banque quand on débute? Quand vous débutez, la banque ne va pas vous prêter. C'est pas son job de prêter de l'argent à quelqu'un d'inexpérimenté et qui n'a jamais rien prouvé. Au lieu de chercher de l'argent, mettez votre énergie sur chercher des clients. Il n'a jamais été aussi facile de vendre qu'aujourd'hui. Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Salut coach Mina, j'espère que tu vas très bien. Oui, merci Manu Arthur, ça va bien. Alhamdulillah, donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je suis Amina Jain, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat et dans les différentes formations, aujourd'hui, c'est plus de 3000 personnes accompagnées. Et avant de me spécialiser dans le coaching, dans la formation, c'est 15 ans d'expérience dans le monde du travail, avant d'avoir vraiment pu découvrir ce qui me motivait, ce qui me passionnait, et là où j'avais vraiment le sentiment de pouvoir apporter une valeur ajoutée. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincue que si on veut réussir les différents objectifs qu'on se donne en termes de développement économique, social et autres, le fondement, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, à travers toutes mes activités, je suis à 100% sur tout ce qui tourne autour de éduquer, accompagner, créer des outils pour faciliter. Alors, ton profil est impressionnant et qui devrait regarder cette vidéo? Aujourd'hui, et c'est une très bonne question, parce que les besoins d'une personne qui démarre vont être différents de ceux d'une personne qui a déjà 20 ans d'entrepreneuriat dans le corps, les besoins d'une personne qui n'a pas été à l'école en termes de contenu, en termes d'approche, vont également être différents de quelqu'un qui arrive, qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui a déjà 15 ans, 20 ans d'expérience. Donc, dans l'accompagnement, c'est quelque chose que je vois au quotidien et qui nous oblige derrière à complètement adapter la manière de délivrer le contenu de formation, la manière d'accompagner. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de dire, vous êtes étudiant, donc on ne s'adresse pas forcément à la cible informelle. On s'adresse à quelqu'un qui a été à l'école au Sénégal et qui comprend français. C'est pourquoi l'émission, c'est en français. Sinon, on aurait changé la thématique, on aurait été complètement dans du Wolof. Mais aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un qui a été à l'école, qui sait lire, écrire, qui sait aller chercher des informations pour renforcer ses capacités, qui est quelqu'un d'assez autonome et qui a besoin maintenant d'avoir les bons outils pour ne pas faire un certain nombre d'erreurs que je vois régulièrement. Donc, je dirais tranche d'âge 25-35 ans, qui vient de finir ses études ou qui est aux études et qui est en train de se demander qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir gagner des revenus, comment je passe de 0 à 1 million. Top. Et j'imagine, en fait, pour
mettre en place un business, il y a des fondamentaux dans ce business-là. Et on parle beaucoup d'entrepreneuriat actuellement, au niveau étatique, les formations, etc. Aujourd'hui, tout est orienté entrepreneuriat. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Alors, c'est un long débat que j'ai régulièrement avec mon mari qui va me dire non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais moi, je suis convaincue qu'une personne qui a la volonté d'apprendre, de se donner les outils, je considère que personne ne te dit non. Okay? Maintenant, par contre, la personne doit être consciente de ce que ça demande. Et donc, le point de départ, il va être différent. Le point de départ pour quelqu'un qui a un appétit pour le risque, qui a une certaine curiosité, qui aime échanger, qui gère bien son stress et autres, va être complètement différent du point de départ d'une personne qui a toujours été dans l'attente de recevoir des indications, recevoir des informations, recevoir, et qui s'attend à ce que tout lui tombe dessus. Et souvent, c'est la problématique que je vois aujourd'hui des entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que l'État a dit DER, délégation à l'entrepreneuriat rapide, etc. Et donc, j'en vois qui se lancent et qui se disent, ah, OK, il y a un programme, donc je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a un programme. Et souvent, on va les voir faire le tour des programmes sans jamais rien développer. Donc, si je devais répondre de façon courte, c'est oui, à condition de se connaître, d'avoir conscience de ce que ça demande et d'être prêt à faire le boulot. Maintenant, ceux qui ne vont pas y arriver, c'est ceux qui cherchent des raccourcis, ceux qui n'ont pas envie de bosser, ceux qui pensent que deal bimo lo koy jox, ceux qui pensent que non, c'est seulement une question de contact. À un moment donné, il y a des réalités qui sont là et c'est comme des lois de la nature dans ce que ça demande si on veut réussir à se développer dans ce métier-là. Et par rapport à ces réalités-là, quand on n'est pas dans le monde de l'entrepreneuriat, on reçoit beaucoup d'idées. Beaucoup de mythes, etc. Oui. Et est-ce que tu peux nous partager quelques erreurs de perception que l'on note souvent quand on n'est pas entrepreneur et des mythes qui se racontent souvent de l'entrepreneuriat? Alors, je dirais la première chose, c'est de penser que mon idée, c'est de surestimer l'idée de projet. Je vois tous les jours des gens qui disent « Oui, non, je ne veux pas parler de mon idée de projet parce que X, Y, Z. On m'a volé mon idée de projet ou autre. » Et j'ai envie de leur dire, dans le process, pour réussir en entrepreneuriat, l'idée de ton projet, c'est 1%. Tant que tu n'es pas sur le terrain et que tu n'es pas en train d'échanger avec les prospects potentiels ou autres, ton idée, elle vaut rien. Donc, la première chose, c'est de penser qu'une idée excellente va permettre de réussir dans l'entrepreneuriat. Non. Deuxième point également, c'est de penser que dans son coin, on peut penser suffisamment un projet pour avoir toutes les réponses par rapport à ce que le marché veut. Donc, à tous ceux qui se disent, OK, si j'ai pas réussi ou autre, c'était parce que j'avais la bonne ou la mauvaise idée, non. Ce qui est important, pour celui qui veut démarrer, c'est déjà de se mettre dans un mindset de « je vais essayer ». C'est comme un petit jeu, comme une certaine curiosité à avoir. Et la personne qui va réussir dans l'entrepreneuriat, c'est la personne qui va être très rapide à aller vers le marché et à dire « Ah, j'ai cette idée, j'essaye. Qu'est-ce que les gens me disent ?» En fonction de ce que les gens me disent, « Ah, c'est ça que les gens veulent, donc je vais ajuster. » Parfois, j'en vois qui mettent énormément d'argent dans la réflexion, le produit, voilà comment je l'ai pensé, voilà comment je le veux. Ils arrivent sur le marché et ils se prennent une claque. Pourquoi? Parce que ils ont été trop longtemps dans leur réflexion, dans leur imagination de ce que les gens veulent, sans avoir à aucun moment validé leur théorie sur le marché. Je prends un exemple simple. Sur le papier, en théorie, faire des jus sans sucre,
pour les diabétiques. Dans un pays où on nous dit, oui, le mois dernier, ils ont recensé 7000 cas de diabète, etc., dans une zone bien déterminée, et tu te dis, OK, a priori, les gens diabétiques, ils vont vouloir boire des jus sans sucre. Donc, je ne parle pas à un diabétique, je ne fais pas goûter mes jus, mais par contre, je vais dans mon projet. Je vais dans ma réflexion. J'achète mon produit, je pense mon emballage, je pense mon marketing, etc. Je mets énormément d'argent. J'arrive pour dire, ça y est, mon jus est au supermarché et il n'y a pas de vente. Pourquoi? Parce qu'à un moment dans le process, on a oublié d'interroger suffisamment de diabétiques, de faire goûter à suffisamment de diabétiques pour se rendre compte que finalement, le diabétique, ne pas boire de jus est préférable pour lui, pour la majorité, en tout cas au Sénégal. Il préfère ne pas boire de jus que boire du bissap sans sucre. Pourquoi? Parce que dans sa façon de penser le jus, c'est le dessert sucré qui arrive après le repas, c'est ce goût et autres. Et donc tu dis, je vais faire maintenant un jus sans sucre, tu lui as cassé le plaisir. Tu as cassé l'émotion. Lui, quand il buvait son jus, ce n'était jamais pour des raisons de santé. À aucun moment, c'était pour des raisons de santé. Et donc toi, tu penses que tu viens résoudre un problème, alors que ton diabétique, il n'a jamais eu de problème de boire du jus. Son problème, c'était comment je me fais plaisir. Et toi, tu viens lui régler un problème qu'il n'a pas. Et donc, on ne vend pas derrière. Donc, sur le papier, l'idée n'était pas mauvaise. Mais par contre, on ne s'est pas assez approché du marché pour voir qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, on peut appeler ça un mythe, on peut appeler ça comme on veut, mais penser que tout seul, avec son équipe, on a réussi à trouver la solution magique. On sait pour les gens mieux que eux-mêmes ce dont ils ont besoin, ça ne marche pas. Dernier point, penser que, et ça c'est un peu difficile, dans le sens où autant on a besoin d'innover, autant on ne peut pas forcer le marché à adopter ce qu'il ne veut pas. Donc là aussi, pareil, si je devais revenir à ce point-là, c'est vraiment s'assurer qu'on comprend ce que les gens veulent. Autre mythe dont je veux parler, la question qui tourne autour de l'échec. Très souvent, sur les réseaux sociaux, je vois « il ne faut jamais abandonner ». Moi, je dis « il faut abandonner et il faut abandonner vite ». Dans le sens où on a testé quelque chose, il faut savoir reconnaître à quel moment c'est un échec pour dire « ok, c'est un échec, je saute et je passe à quelque chose d'autre ». Souvent, les gens, ils interprètent mal cette question de ne pas abandonner. Donc, on voit des gens qui s'entêtent sur des produits qui ne marchent pas. Donc, ne pas abandonner là, ça ne veut pas dire que par orgueil, par défiance, je vais forcément continuer sur ce projet qui ne marche pas. Ne pas abandonner, ça veut dire quoi? J'ai testé ça, ça n'a pas marché. Très rapidement, je teste autre chose. Je vois, ça mord pas. C'est comme le pêcheur. Quand lui, il lance sa canne à pêche, il regarde, est-ce que ça mord, est-ce que ça mord pas? Mais si au bout de combien de temps, il se rend compte que ici, ça ne mord pas, mais il change de place. Ce qui est important, c'est pas qu'ils se disent « Ok, ça ne mord pas, c'est bon, je rentre chez moi ». Non, mais il va dire « Ok, je vais avancer ma pirogue, je vais aller tester à tel endroit ». Donc, c'est important aussi que les jeunes ne se trompent pas sur cette idée de « il faut pas abandonner ». Mhm. Et tu as accompagné beaucoup d'entrepreneurs? Oui. Tu en as vu qui ont réussi? Oui. Et tu en as vu sûrement qui se sont cassé la tête après le mur? Oui. D'habitude, quelles sont les causes des échecs d'habitude? Alors, les causes des échecs, la première cause, c'est penser que ça va être facile. Mm-hmm. Oui. Dimanche, je parlais à mon fils, il est en 4e, et je lui disais, si c'est pas difficile, ça va pas marcher. Je lui disais, si tu veux réussir, que ce soit dans tes différentes matières, que ce soit dans les différents sports et autres, il faut que ta préparation soit difficile. Si c'est trop facile, tu ne peux pas te démarquer. Si c'est trop facile,
tu ne peux pas être meilleur que les autres. Il faut que la préparation, pour moi, je dis, l'entrepreneuriat, c'est comme un sport de haut niveau. Dans le sens où, aujourd'hui, et surtout quand on parlait par exemple de idées ou autre, quand on regarde quelqu'un qui fait de la compétition, admettons, on prend un Sadio Mané, ok? On est conscient que même si j'ai l'argent, d'accord, même si j'ai le même entraînement que Sadio Mané, même si j'ai les mêmes accessoires et autres, la quantité de travail que ça va demander pour arriver à ce niveau-là, le talent ne suffit pas, mais c'est la quantité, la détermination qu'il va falloir avoir, la discipline qu'il va falloir mettre en place, au point où, quand on arrive au niveau qui a médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze, là, celui qui a la médaille d'argent ou la 4e place, il n'en veut pas aux autres compétiteurs. Parfois, tu peux voir quelqu'un qui est arrivé 4e, mais qui est heureux parce qu'il sait qu'il est arrivé 4e, mais il a fait de son mieux. Il est arrivé 4e, mais peut-être qu'il a battu son record personnel. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Quand j'ai dit, OK, je vais me lancer dans la prospection commerciale et que j'ai pris des gens, j'ai dit, OK, on va appeler chaque jour, chaque personne, 100 personnes par jour. Pourquoi? Parce que si on est 2 à appeler 100 personnes par jour, à la fin de la semaine, on a appelé 1000 personnes. Et comme on a appelé 1000 personnes, si quelqu'un d'autre se lance, mais que la personne se dit « Ah, aujourd'hui, je ne suis pas dans le mood. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Aujourd'hui, je ne sais pas trop, etc. » Il n'y a pas de compétition à ce niveau-là possible. Maintenant, si je fais 1000 appels de prospection par jour et que quelqu'un d'autre vienne faire 2000 appels de prospection, je ne vais pas être fâchée parce que je sais que, OK, je suis allée au bout de mes ressources, j'ai mis le temps et autres. Donc, c'est important que les gens comprennent que si on recherche la facilité, c'est 1000 fois plus facile d'être salarié que d'être entrepreneur. Surtout quand on est tout seul. C'est excessivement difficile de réussir dans l'entrepreneuriat, voire presque impossible, quand on est seul. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut pour faire fonctionner une entreprise, il y a différentes couches, fonction de support, la stratégie et autres. Quand tu prends une petite entreprise qui commence à avoir des ressources, on a une personne, 100% de son temps, c'est du marketing. Une autre personne, 100% de son temps, c'est la gestion financière. Une autre personne et autres. Mais vouloir être un seul individu et être sur tous les fronts en même temps, humainement, c'est juste pas possible. C'est clair. On sait aujourd'hui, dans notre masterclass d'aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aller vers 1 million le mois. Oui. Alors, selon toi, quel est le mindset qu'on doit avoir si on veut générer 1 million par mois? Alors, déjà, 1 million de chiffre d'affaires ou 1 million de bénéfices? Tu sais, nos entrepreneurs là, d'habitude, quand ils créent du contenu, j'ai fait 10 millions en une semaine, j'ai fait tant en... Ça veut dire d'habitude. Voilà, et d'habitude, quand on entend ce genre de discours-là, oui, on est... mais c'est vrai qu'on ne précise pas d'habitude si c'est un chiffre d'affaires ou bien si c'est du bénéfice. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et la première chose, c'est on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour gagner 1 million par mois. OK? 1 million par mois, ça peut être un objectif après qu'on ait déjà une vision, qu'on sache ce que l'on veut faire, qu'on sache à qui on va apporter un service. Et après, maintenant, je veux que la réflexion de comment je vais faire 1 million, elle ne vient que à la fin de ce processus-là, en termes de j'ai trouvé le produit dont les gens ont besoin, j'ai établi un prix, je sais comment je vais m'organiser et autres. Et maintenant, dans ma stratégie commerciale, comment je vais faire pour atteindre 1 million. Okay? Mais si on veut rentrer dans l'idée de l'entrepreneuriat, juste pour dire je veux faire 1 million, j'ai envie de dire, on peut aller chercher à devenir salarié. On peut aller trouver quelqu'un qui vend des produits et dire ok, je vais revendre et je vais mettre une marge dessus pour pouvoir avoir 1 million. Et donc, la vraie question c'est
comment est-ce que je crée un produit que les gens cherchent? Parce que quand vous avez créé un produit que les gens cherchent, à ce moment-là, vous attirez l'argent. Vous ne poursuivez pas l'argent. Donc moi, souvent, ce que j'ai envie de dire, c'est mettez en place une stratégie, développez-vous vous-même à un niveau où vous attirez l'argent, vous n'êtes pas en train de poursuivre l'argent. Maintenant, attirer l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez développé suffisamment, ça commence toujours de nous-mêmes, on a suffisamment développé nos compétences, on a été capable d'identifier ce dont les gens ont besoin, on est capable de répondre à cette demande-là d'une manière unique. Et à partir du moment où les gens en ont besoin, notre travail, c'est uniquement nous assurer que les gens qui ont besoin de ce produit sont au courant que ce produit existe. Et donc, les opportunités, elles viennent vers vous à ce moment-là directement. Vous proposez votre prix, les gens ne discutent pas. Quand les gens viennent vers vous pour un appel d'offres ou autre, ils savent déjà qu'ils veulent travailler avec vous. C'est plus en termes de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Je sais que je te veux. Si je fais un appel d'offres ou autre, c'est juste pour la forme, mais je sais que c'est toi que je veux. C'est des gens qui vont même dire, OK, je sais que je n'ai pas les moyens aujourd'hui, mais je veux savoir le prix parce que à ce moment-là, je vais mettre suffisamment d'argent de côté pour venir. Mais maintenant, ce que ça demande, c'est la première compétence, c'est cette curiosité autour de soi de dire, OK, de quoi les gens ont besoin et qu'ils ne trouvent pas sur place? Qu'est-ce qui est effectivement fourni aujourd'hui, mais les gens ne sont pas satisfaits de la manière dont c'est fourni et je sais que je peux apporter quelque chose. Donc, parfois, ce qui va nous permettre d'avoir ça, et souvent ce qui manque maintenant aux entrepreneurs sénégalais souvent, c'est déjà de l'expérience, d'être dans différents réseaux, de parler à suffisamment de monde, assister à suffisamment d'events pour savoir vraiment, OK, qui est-ce que je veux aider? Qui est-ce qui a besoin de mon aide et qui est prêt à payer pour ça? Mais maintenant, si je me lance juste parce que j'ai une passion, c'est ça ma passion. Mais derrière, j'ai pas trouvé avec qui cette passion-là, elle résonne. Je suis passée à côté. Souvent, je dis, quand vous avez fait votre produit, quand vous avez travaillé sur votre solution, ça doit être tellement précis que c'est presque quelqu'un voit, adore, quelqu'un voit, déteste. Parce que vous avez développé cette expertise, cette solution pour une cible bien précise. Vous avez identifié un besoin et vous savez que vous pouvez y répondre. Et là, tu as tout de suite parlé de passion. Et ça revient toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est indispensable de lancer une activité dans un domaine qui nous passionne? Et comment savoir c'est quoi notre passion? Parce qu'il y a des gens, quand tu leur demandes, ils te disent moi, je n'ai pas de passion. Eh ben, j'adore cette question. Pourquoi? Parce que tu as parlé de mythe tout à l'heure. L'un des mythes, c'est de penser que ma passion, hop, je vais découvrir ça comme ça du jour au lendemain. Non. Ce que toutes les recherches montrent, et il y a plusieurs ouvrages qui en parlent, la passion, elle vient après avoir tellement travaillé sur un domaine. On a réussi à développer une certaine aisance dans ce domaine-là. C'est après le gros travail que la passion, elle vient. Mais quand vous voyez même certains virtuoses et autres, ils ont l'air, oui, passionnés, mais quand vous regardez derrière, combien d'heures de travail ils ont eu à mettre avant que ça devienne suffisamment facile pour que ça te passionne, c'est énorme. Donc si on est assis dans sa chambre à attendre que la passion nous tombe dessus, ça ne marchera pas. Donc si vous êtes en train d'écouter cette vidéo et que vous vous dites, moi j'ai pas de passion, c'est normal. Qu'est-ce que tu as travaillé? Qu'est-ce que tu as essayé? Dans quoi tu t'es donné, mais suffisamment à fond pour que ça arrive à ce moment-là où c'est facile. Mais c'est comme si, au début, on apprend
Ça devient dur, c'est, admettons, la conduite. Ceux qui apprennent à conduire, au début, on est hyper concentré, c'est difficile, il y a trop d'informations auxquelles il faut penser. Qui va avoir une passion pendant que les choses sont difficiles? Non. C'est maintenant, on a fait des dizaines d'heures, des centaines d'heures, on est à l'aise, on arrive à ressentir d'autres types d'émotions, mais émotion de la difficulté d'apprendre. Et je suis passionnée en même temps, c'est difficile. Quelques exceptions qui vont savoir très tôt qu'ils ont une passion, c'est peut-être ceux qui sont dans les industries créatives. Souvent, tu vas avoir quelqu'un qui te dit oui, la couture, ça m'a toujours fasciné, etc. Mais ce sont des exceptions. Les autres, c'est, je peux prendre mon exemple, mais avant de savoir que c'est la formation, le coaching qui me passionne, j'ai testé énormément de choses. J'ai échoué dans énormément de choses. Mais dans cet échec-là, c'était dans la curiosité de dire, ah, ça j'ai testé, j'aime pas, je vais plutôt creuser tel ou tel élément. Deuxième mythe et idée reçue. Si vous pensez que le travail que vous faites va vous passionner tout le temps, c'est faux. Vous allez démarrer. C'est passionnant cette phase de démarrage. Mais après, ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est ceux qui tombent amoureux des tâches hyper ennuyeuses. La passion, là, ça va durer au début seulement. Mais une fois que le produit est là, et que cette nouveauté d'avoir apporté sur le marché quelque chose de nouveau est passée, il faut se lever tous les jours. Il faut gérer des personnes. Il faut gérer des factures. Il n'y a plus de passion dans ça. Donc, c'est bien, idéalement, de travailler dans quelque chose qui nous donne envie de continuer, d'apprendre. De ce côté-là, je suis d'accord, d'apprendre, de se développer. C'est beaucoup plus facile si on est dans quelque chose que l'on aime, mais il faut s'enlever de la tête que les gens qui font des milliards, ils se réveillent tous les jours en se disant « Ah, oh, c'est ma passion ». C'est clair, parce que on peut voir un sportif qui va nous dire que ce sport-là, c'est sa passion. Mais quand il fait des entraînements, on le voit souffrir en fait. Eh bien oui. Et dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de discipline, que ça demande beaucoup de discipline. Oui. C'est quoi selon toi la discipline et comment implémenter cette discipline-là? Alors, je vais associer le mot discipline à système. Ok? C'est important que l'entrepreneur comprenne qu'il n'est pas son entreprise. Souvent, je dis aux gens, arrêtez de dire c'est mon bébé, etc. Parce que ton bébé, tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas être hyper sévère avec ton bébé. C'est un bébé, c'est de l'affectif. Donc, la personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat doit se poser la question de savoir quel système je suis capable d'opérer, d'organiser, de gérer qui va apporter un résultat régulier aux personnes qui en ont besoin. C'est ça le mindset. C'est, j'ai des compétences, j'ai identifié les besoins, je sais ce qu'il faut pour que l'entreprise fonctionne. Quel système est-ce que je mets en place? Ce système, il n'a pas d'émotion. Ce système, on va jusqu'à un point où on se dit, OK, oui, aujourd'hui, je pourrais travailler jusqu'à 4 heures du matin, etc. Mais si je fais une semaine où je travaille jusqu'à 4 heures du matin tous les jours, je ne vais pas être suffisamment performant la semaine suivante. Donc, quel est le système que j'ai besoin de mettre en place? Et il faut que ce soit un système assez simple à opérer au quotidien pour dire, OK, l'entreprise, voilà ce dont elle a besoin. De la même manière qu'on va dire l'être humain a besoin d'oxygène, a besoin d'eau, a besoin de nourriture, il y a un minimum dont l'entreprise a besoin pour fonctionner. Maintenant, si on pense que, et si on fonctionne avec l'émotion, aujourd'hui je suis motivée, demain je suis pas motivée, donc on fonctionne comme ça en dents de scie, les résultats également, non seulement soit seront en dents de scie ou auront tendance à se casser la figure plus facilement. Donc, quand on va parler de discipline, c'est de pouvoir dire, OK, admettons, je suis étudiant, d'accord, j'ai cours tel jour, tel jour, tel jour. Ça veut dire que j'ai du temps à consacrer à mon entreprise tel jour, tel jour, tel jour. De la même manière que je ne sèche pas les cours, je ne sèche pas le travail dont l'entreprise a besoin. Donc, cette discipline-là, c'est réussir à dissocier ce que j'ai envie de faire, ce que je n'ai pas envie de faire et faire le travail qu'il faut. J'avais bien aimé sur les réseaux sociaux
À un moment, il y avait c'était de l'humour hein, où on montrait un entrepreneur qui pleure, mais dès qu'il reçoit une commande, il fait tig, il gère la commande et puis après il se remet à pleurer et à déprimer. Et c'était de dire, faut faire le job. Donc, dans cette discipline, pour un entrepreneur, la première chose, c'est d'investir du temps chaque jour sur la montée à niveau de ses compétences. Au début, ça peut commencer par 1 heure par jour, surtout ceux qui démarrent. Okay? Surtout ceux qui démarrent. Parce que pour offrir une valeur ajoutée, dans valeur ajoutée, il y a valeur et il y a ajouté. Donc, on est obligé de faire suffisamment plus que les autres pour réussir à avoir ce plus qu'on est capable de vendre et de valoriser. Mais si aujourd'hui, tu es meilleur en marketing que moi et moi, je viens dire, je veux te vendre du marketing, tu vas rigoler parce que tu dis, bon, la personne là, elle n'est pas prête. Par contre, si je suis capable de montrer que, OK, je maîtrise tellement ce que tu fais que, admettons, tu es excellent en marketing, mais je sais que moi, je peux t'apporter sur la manière dont tu vas vendre parce que marketing et vendre, c'est pas la même chose. Là, tu peux dire, ah, OK, moi, c'est ça mon point fort. Donc, sur ce volet-là, je vais m'associer les services de cette personne parce que j'arrive à percevoir la valeur ajoutée. Donc, dans cette discipline pour l'entrepreneur, c'est chaque jour pouvoir, au début, c'est avoir un plan pour dire, voilà les compétences qui me manquent. Et quand je dis, voilà les compétences qui me manquent, le premier exercice, si je devais en donner un, c'est de dire, OK, je veux me lancer dans ce domaine-là. Que font les meilleurs dans le monde? Je n'ai pas dit Sénégal. Que font les meilleurs dans le monde? Pourquoi pas seulement le Sénégal? Parce que le monde arrive. On a des accords, on a la ZLECAf qui rentre en vigueur bientôt. La compétition, elle est là. Vous allez à Centenaire ou autres, ce sont des Chinois qui vendent, qui sont les Bana et autres. La compétition, elle est là. Donc, la première chose, c'est de dire, et je l'ai fait, c'est de dire, OK, que font les meilleurs dans le monde? Si je veux me lancer, admettons, dans le coaching, les meilleurs coachs, les coachs qui font le plus d'argent dans le monde, vous avez LinkedIn, vous avez maintenant l'intelligence artificielle, vous avez Google. Allez regarder leur parcours. Allez regarder comment ils se sont différenciés. Quand maintenant on a identifié ces éléments-là, je regarde et je dis, ah, OK, d'accord. Donc, si je veux vraiment réussir dans ce domaine-là, peut-être il faut que je sois bilingue. Il faut que je sois meilleur en gestion financière. Il faut que. Et on met un plan. Chaque jour, je vais mettre minimum 1 heure sur telle thématique. Et la beauté, c'est que quand vous respectez ce temps de mettre minimum 1 heure sur ce domaine de compétences-là, vous atteignez un niveau de compétence internationale dans ce domaine-là. Et là, maintenant, quand vous en parlez, les gens voient que vous êtes sûr de vous. Parfois, j'en vois qui me disent, oui, non, j'ai pas confiance en moi, etc. et autres, mais c'est normal. On ne peut pas avoir confiance en soi, de l'assurance, si on n'a pas fait le boulot derrière. Donc, admettons, je dis, OK, j'ai mes compétences, je crée du contenu, mais donne-moi une caméra et dis-moi maintenant, mets-toi à la place du caméraman, il n'y aura pas de confiance en moi, je vais hésiter, je vais tâtonner, alors que celui qui filme et qui a 1000 heures de tournage dans le corps, tu lui dis 4 heures du matin pile, il sait direct des choses qu'il ne peut même pas t'expliquer comment il le fait, comment il le sait. Le fait que la lumière soit à tel angle, etc., peut-être que si tu lui demandes clairement quelle méthodologie, quelle approche tu vas utiliser, il ne saura pas le décrire. Parce qu'il l'a fait 1000 fois, il a compris que non, je sais que c'est ça qui est bon. Donc, la première chose en termes de discipline, c'est vraiment ce côté-là de dire, OK, chaque jour, je vais développer mes compétences. Deuxième discipline pour un entrepreneur, compter son argent. Je suis désolée. Si on veut dire je vais réussir dans l'entrepreneuriat, mais je suis incapable de dire combien j'ai gagné, combien je veux gagner, j'ai mis en place cette stratégie, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, combien ça m'a rapporté et autres, moi je dis c'est qu'on n'est pas sérieux encore sur l'argent et on ne peut pas se développer. Donc, un entrepreneur doit apprendre à prendre des décisions en se basant sur de la donnée ou alors en se faisant aider par des gens qui savent l'importance de cette donnée-là, qui leur permettent d'ajuster, de piloter et pas de piloter à l'aveugle. On a jeté les bases.
de l'entrepreneuriat. On sait c'est quoi, qui peut se lancer, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur, les mythes de l'entrepreneuriat. On a jeté les fondamentaux du mindset, tout ce que ça demande en termes de mindset. Maintenant, on va aller chercher notre idée de projet. OK. Et la question est de savoir maintenant comment trouver une idée qui est simple, qui est rentable. Et même quand on pense qu'on n'a pas de compétences spécifiques dans un domaine. Première chose, cette curiosité de voir de quoi les gens se plaignent. Aussi simple que ça. Vous êtes dans un cercle, de quoi les gens se plaignent. Pour moi, un entrepreneur, dès qu'il entend les gens râler, se plaindre, c'est de dire, ah, je vois 10, 20, 30 personnes qui disent qu'elles ont ce problème-là, qui disent que voilà ce qu'elles recherchent, donc il y a une opportunité ici. Donc ça, c'est vraiment la première caractéristique. La première chose, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Et maintenant, quand on pense avoir compris de quoi les gens se plaignent, c'est chercher à valider, est-ce que j'ai bien compris, et aussi, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui se plaignent de ce même problème? OK? Donc, admettons, je reprends, je suis étudiant, d'accord? Il y en a énormément qui se plaignent sur leur capacité à trouver leur premier boulot, par exemple, ou à trouver un stage. D'accord? Est-ce que maintenant, moi, dans mes compétences, est-ce que je suis capable de développer un réseau ou comment je peux développer un réseau, des partenariats pour dire aux gens, quand tu viens chez moi, donc après, ça va être d'analyser pourquoi ils ne trouvent pas de stage. Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est un manque de contact? Est-ce que c'est qu'ils ne sont pas bien préparés? Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas rédiger un CV? Donc, on va creuser pour chercher à comprendre. Admettons, on se dit, OK, ils ne savent pas où aller pour demander des stages. Ils envoient des mails n'importe comment et autres. Donc, je peux dire, OK, il y a deux choses que je peux faire. Est-ce que je suis prêt chaque jour à aller voir des entreprises, à aller voir des structures pour dire, voilà, nous avons une école, on a besoin de stages, on peut vous proposer, etc. Un. Deuxièmement, est-ce que je peux proposer un coaching pour accompagner les étudiants à trouver leur premier stage et ils me payent 10 000, 15 000, 20 000. D'accord? Maintenant, admettons, j'ai compris. Comment je développe les compétences pour moi maintenant être crédible si je veux développer ce partenariat-là? Je vais gratuitement, je vais sur Internet et je regarde le contenu, je regarde les autres entreprises qui fournissent ce service à l'international et je commence à me former. Admettons en prise de parole en public, et je commence à me renseigner. Et aujourd'hui, vous allez voir un spécialiste en ressources humaines, vous lui posez la question sur LinkedIn, au lieu juste de dire « Bonjour, ça va, je cherche des opportunités », vous allez vous rendre compte que quand vous allez contacter cette personne en disant « Ah, je cherche à lancer un service dans tel domaine, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil? Qu'est-ce que vous en pensez? À quel niveau se situent vos besoins ?» Les gens vont répondre. Parce que vous leur avez pas dit bonjour, voilà ce dont j'ai besoin. Dans le sens de je veux un emploi ou autre, c'est bonjour, voilà ce que je développe, voilà ce que je suis en train de faire, je pense que vous pourriez contribuer. Et les gens souvent le font avec plaisir à ce moment-là. Et donc voilà, vous avez identifié un besoin, vous avez vu qu'il y en a suffisamment qui ont ce problème-là, et maintenant vous allez dire ok, je vais créer un produit autour de ce service-là. Maintenant, admettons qu'on a fait ça. Vous avez plusieurs options. Vous avez le profil de l'entrepreneur qui va se dire « Ah non, mais pour offrir un service comme ça, surtout si l'entrepreneur, admettons, c'est un fils à papa. Okay? Papa, j'ai besoin de prendre un bureau. Je vais louer un local, il me faut tel type de table, machin. D'ailleurs, pour tourner le contenu, il me faut la dernière caméra, dernier cri, etc. » Et donc, lui, il est en train de viser le 100 avant de lancer le produit. Ici, c'est de dire, vous pensez que vous tenez le bon bout. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Canva, il y a Canva gratuit, il y a 1 milliard de formations gratuites sur Canva, et je crée un package.
package, coaching pour trouver son premier emploi, accompagnement sur la rédaction du CV, sur la lettre de motivation, coaching sur le premier entretien, etc. Premier package, c'est juste ça, 10 000. Deuxième prix, on vous fait des jeux de rôle, etc. Et ça, troisième prix, on vous propose, si vous payez 50 000, on vous garantit 3 entretiens. Ça ne m'a rien coûté. Je suis sur mon téléphone, j'ai créé une offre et je commence à la balancer. Maintenant, quand je commence à balancer cette offre-là, je regarde, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues me dire « Ah, mais ça m'intéresse » et qui commencent à poser des questions. Et quand ils posent des questions, est-ce qu'ils me disent « C'est cher, c'est pas cher ?» Et donc là, déjà, ça permet très rapidement de tester et d'ajuster en fonction de ce qu'on me demande. Peut-être que j'ai lancé ça, et il y en a plein qui viennent me dire « Ah oui, je vois ça et tout, mais est-ce que tu fais du coaching en anglais ?» par exemple. Et donc là, ça peut nous permettre de dire « Ah, ok, moi je propose quelque chose dans ce domaine-là, mais les gens me demandent beaucoup plus tel élément. » Et se concentrer maintenant sur ce que les gens demandent le plus. Donc, si je récapitule, le premier point, c'est déjà ouvrir les yeux et identifier quels sont les besoins qui ne sont pas couverts. Deuxième chose, une fois que j'ai compris les besoins qui ne sont pas couverts et que je sais là où je peux apporter un plus par rapport à ce qui se fait déjà, pourquoi est-ce que ce qui se fait déjà ne correspond pas? Pourquoi est-ce que ce qui se fait déjà ne convient pas? Et je trouve une manière d'apporter une réponse. Je fais très rapidement une première offre. C'est ce qu'on appelle en général le produit minimum viable. Okay? Au lieu de faire les 40 options, je prends 3 options principales et je pousse et je propose et je vois est-ce que les gens demandent ou est-ce que les gens ne demandent pas. Est-ce qu'il y a des types d'activités qui sont beaucoup plus adaptés à celui qui veut se lancer mais qui n'a pas beaucoup de moyens? Alors, oui. Déjà, bien sûr, dans tout ce qui est service. Forcément, parce qu'il n'y a pas de gros matériel à acheter, il n'y a pas de matières premières à acheter et autres. Donc, en général, c'est plus simple de se lancer sur ces services-là. Maintenant, autre chose que j'ai envie de dire, si vous voulez vous lancer dans un domaine, admettons, parce que tout le monde en parle, poulailler. OK? J'en vois plein. Poulailler. Je n'ai pas de quoi acheter et démarrer mon poulailler, etc. Mais à ce moment-là, si je sais que moi, je veux me lancer dans l'aviculture et je sais qu'à un moment donné, il faudra que je vende du poulet. Okay? Je n'ai pas encore les moyens de faire tout ça. Moi, le premier conseil que je donne, c'est vendez du poulet avant de chercher à faire tout le business derrière qui vous fait vendre du poulet. Ça veut dire quoi, vendre du poulet? Allez voir qui sont les grossistes en poulet et essayez de voir si vous êtes capable de vendre le poulet avec une marge de 200 francs ou avec une marge de 300 francs ou plus. Mais parfois, vous allez vous rendre compte que si je connaissais quelqu'un qui, lui, sa spécialité, c'était il achetait le poulet et il le vendait en cuisse de poulet, aile de poulet et autres. C'était que ça qu'il faisait. Il se faisait plus d'argent que celui qui a acheté son poussin, qui l'a nourri, qui a subi des risques, des pertes, des maladies. Pourquoi? Parce que le kilo de blanc de poulet se vendait beaucoup plus cher que quand tu achètes le poulet entier au kilo. Donc, lui, il était smart. C'était OK. Quand j'ai le poulet, je le découpe en morceaux et je vends les découpes au supermarché, au restaurant, etc. Donc, c'est de dire, si maintenant on veut se lancer dans de la production, analysez d'abord. Concentrez-vous d'abord sur de la vente. Allez voir où est-ce que vous pouvez trouver la matière première et on le voit dans l'agriculture. Les bana. Quand je dis bana, ce sont les intermédiaires. Ils se font beaucoup plus d'argent que les producteurs. Donc, si c'est argent pour argent, concentrez-vous sur le bout de la chaîne. Il y a moins de risques, besoin de moins d'expertise. Vous avez juste besoin de savoir vendre. Une fois que vous savez vendre, c'est une compétence qui est transversale. Quand vous avez réussi à développer les compétences pour vendre, après maintenant, ça vous permet d'avoir du capital. Et une fois que vous avez ce capital-là, OK, vous aurez suffisamment de fonds pour investir dans une autre version.
Okay? Mais encore une fois, ne vous dites pas, je veux aller sur 2 hectares et donc pour aller sur 2 hectares, voilà. Non, même si c'est vrai, il y en a qui ont dit 1 hectare de papaye, ça rapporte tant, etc. Vous n'avez pas la compétence, vous vous lancez, vous êtes débutant, c'est pas la même chose que quelqu'un qui faisait déjà 1 hectare de tel légume et qui décide de rajouter 1 hectare. Mais toi, on te donne de l'argent. Tu veux commencer jour 1 par 1 hectare. Tu n'as jamais fait 200 mètres carrés ni rien et autres. C'est hyper difficile. Donc, je dirais, d'abord, 1, les services, c'est le plus simple. 2, dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer pour développer confiance en soi, expertise ou autre, concentrez-vous sur la vente. C'est quoi la beauté de la vente? Je n'ai pas besoin d'acheter le produit. Je peux créer mon flyer, commencer à vendre, et c'est seulement quand la personne dit j'achète avec son argent. Donc, si je comprends bien, pour ceux qui n'ont pas de gros moyens pour démarrer, ils peuvent soit se concentrer, aller vers les services parce que ça ne nécessite aucune compétence, ou bien faire de l'intermédiation en se concentrant sur le bout de la chaîne de valeur qui est la vente. C'est-à-dire, on laisse la partie qui demande de l'argent, la production, etc., qui prend du temps, qui prend beaucoup de risques, les ressources, etc. Et on se concentre sur le bout de la chaîne de valeur qui est la vente. Oui. Coach, je te laisse terminer par rapport à notre chapitre « Comment trouver une idée de projet ». Dernier volet dont je voulais parler, c'était le voyage. OK? Maintenant, soit on a les moyens de voyager effectivement et on voit ce qui se fait ailleurs et on se rend compte que ça n'existe pas chez nous, donc on a la possibilité de l'apporter, mais c'est également le voyage à travers le contenu qui existe sur les réseaux sociaux. D'accord. Dernièrement, j'ai une amie qui a partagé, par exemple, une salle de gym où il y avait service de garderie bien organisé, bien aménagé ou autre. Si je suis au Sénégal et que je me rends compte que oui, il y a énormément de compétition dans ce secteur-là, je vois que c'est un service additionnel que je peux ajouter. C'est quelque chose que je peux proposer. Ou alors, je suis sur les réseaux sociaux, je vois quelque chose qui est développé, un service qui est développé ailleurs. Pareil, c'est quelque chose que je peux chercher à adapter à ce contexte-là, avec la même démarche, faire son flyer, proposer la même chose, voir s'il y a des gens qui sont effectivement intéressés, et c'est une manière également d'avoir des idées de projet en regardant ce qui se fait ailleurs et qui n'existe pas sur place. Great. Maintenant, on a lancé les fondamentaux. On sait qui peut être entrepreneur ou pas. On sait l'importance du mindset. On a parlé du mindset, on a travaillé notre mindset. On est allé chercher notre idée de projet. Maintenant, on veut structurer l'idée de projet. Comment est-ce qu'on structure une idée de projet de manière simple? Alors, c'est déjà, dans un premier temps, je dirais, vous prenez une feuille de papier, un stylo, et de chercher à réfléchir. Vous mettez votre idée au centre. Et en réalité, quand on apporte un service, il y a 2 pôles. Il y a le pôle où on a besoin des intrants, OK, matières premières ou alors sources et autres, mais réussir dans l'entrepreneuriat, c'est transformer quelque chose qui existe en matière brute d'une manière qui peut être facilement consommée par les gens qui en ont besoin. D'accord? Et donc, dans plusieurs services, c'est exactement ce qu'il s'agit de faire. Donc ici, c'est quand on a mis son idée, c'est de se poser la question d'abord de où est-ce que je vais aller chercher ce dont j'ai besoin pour pouvoir transformer? Et maintenant, c'est vraiment aller rechercher cette information à 360 degrés. C'est de dire, dans cette étape 2, je prends la matière brute et je transforme. Où est-ce que je peux trouver ça à moins cher? Dans quelles conditions est-ce que je peux y avoir accès? Est-ce qu'il y a des aides qui existent qui peuvent me faciliter ce processus-là? Donc d'abord le sourcing, c'est ce que je vais appeler globalement le sourcing. Et dans le sourcing-là, il faut faire simple. Je vois parfois des entrepreneurs qui veulent démarrer, mais en même temps, ils veulent aider tout le village et autres. C'est une autre problématique. Dans l'idée, en théorie, c'est bien, mais quand on est vraiment en train de démarrer, de faire germer quelque chose, de chercher à démarrer une idée de projet, c'est trop tôt de vouloir, j'en vois, oui, je crée un projet pour régler le problème de l'emploi, etc. et autres. Même l'État n'y arrive pas. Donc, j'ai envie de dire, lancez-vous dans des choses que vous pouvez
contrôler, sur lesquels vous avez réellement un pouvoir. Donc, c'est d'abord ce que je peux transformer, ce que je vais aller chercher. Donc, parfois, c'est de la compétence ou autre. De quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui existe aujourd'hui par rapport à cet élément-là? Quels sont les partenariats que j'ai la possibilité de faire? Si je me lance dans un domaine où il y a de la réglementation, où est-ce que je vais aller pour pouvoir avoir la validation et autres? Donc, c'est d'abord ce volet-là. Ensuite, quand je me suis occupée de quels sont les éléments dont j'ai besoin, comment est-ce que je viens maintenant dans le cœur de la transformation? Comment est-ce que je vais transformer ce que j'ai trouvé à l'état brut ici? C'est de dire, OK, admettons, je veux offrir des cours d'anglais. Comment je vais offrir ce cours d'anglais? Est-ce que ça va être en présentiel? Est-ce que ça va être en ligne? Et autres. Donc, comment est-ce que je vais structurer, comment je vais transformer? On a donné l'exemple tout à l'heure, celui qui veut se lancer dans un secteur et qui se concentre sur la vente, par exemple. OK, je vais vendre, je vais rester dans le modèle du poulailler, je vais vendre des œufs, d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire de plus par rapport à ces œufs pour mieux les vendre? Est-ce que je vais vendre des œufs propres? Parce qu'au Sénégal, jusqu'à présent, les œufs, ils ne sont pas propres. Donc, est-ce que quand j'achète les œufs, je vais faire des recherches pour savoir comment les nettoyer sans impacter la porosité, etc. L'information, elle est là gratuite. Et mes clients, je vais leur dire, quand vous achetez des œufs, les tablettes, c'est joli, vous avez des belles photos, ce sont des œufs qui sont propres, pour faire simple. Est-ce que je vais plutôt, il y a des sportifs qui ne veulent que le blanc d'œuf, par exemple. Est-ce que dans la transformation, je vais proposer la possibilité d'acheter du blanc d'œuf ou autre? Je donne juste des exemples comme ça. Mais là, c'est de dire, donc, mon processus de transformation, comment est-ce qu'il se fait? Donc ça, c'était ma deuxième étape. Quand j'ai réfléchi à comment je vais transformer, comment je vais présenter, sous quel format je vais vendre, etc. Le dernier gros morceau, c'est comment je vais vendre à mes clients. Comment est-ce que je vais faire pour que ces personnes-là me voient? Et donc, dans cette partie-là, on va séparer la partie marketing et la partie vente. Quand je dis séparer la partie marketing et la partie vente, c'est de dire, OK, dans la partie marketing, je cherche à ce que suffisamment de personnes sachent que j'existe. L'objectif du marketing, c'est pas de vendre sur le marketing. C'est suffisamment de personnes qui vont dire « Ah tiens, ça existe, je savais pas », qui vont interagir, combien ça coûte, qui vont devenir fans ou autre, mais c'est comment je fais pour que suffisamment de personnes le sachent, parce que c'est de ces personnes-là que je vais réussir derrière à trouver mes futurs clients. Donc, si je devais prendre ces trois gros morceaux, ce serait ces éléments-là. Après, bien sûr, si on devait parler que de vendre, on peut faire une masterclass de 4 heures de temps aussi, juste sur ça. D'ailleurs, il y a un chapitre sur ça, sur comment décrocher ses premiers clients. Oui, mais l'idée, c'est de dire vraiment, j'ai trouvé mon idée, je sais où est-ce que je vais m'approvisionner, ou je sais quels sont les éléments que je vais réussir à transformer, je sais maintenant comment je vais m'organiser, et derrière, j'ai identifié les différents canaux que je vais trouver pour que le produit arrive chez le client. Votre business plan en BTV, besoin, transformation, vente. Et dans la transformation, on a deux sous-volets, le marketing et la vente, qui est une structuration très simple qui peut tenir sur une seule feuille. Donc, et vous pouvez rechercher de manière encore plus structurée le business model Canva. C'est vrai que c'est un outil, entre guillemets, bateau, on en parle beaucoup, mais c'est un outil qui est très utile. Et pareil, il y a énormément de contenu gratuit qui existe sur comment faire son business model Canva. Et l'idée, c'est de comprendre que, OK, une activité, c'est quoi le business model Canva? C'est une photo de votre activité en 9 blocs qui montrent quelles sont les différentes questions que j'ai besoin de me poser sur chaque volet par rapport à mon activité pour aller plus loin. Parfait. Donc, on a cet outil-là en 3 blocs. BTV, besoin, transformation, vente. Et il y a l'alternative du business model Canva. Oui. Alors, quand on demande à pas mal d'entrepreneurs, c'est qui votre cible? Ah non, mon produit, je peux le vendre à tout le monde. Est-ce que on peut cibler tout le monde? Et comment est-ce qu'on définit clairement sa cible? Alors, si je devais prendre une image, ok, c'est comme si on demande à une personne
de quelle quantité de sucre j'ai besoin, et la personne vous dit, vous donne une réponse sans vous demander, mais c'est du sucre, pourquoi? Est-ce que c'est pour du jus? Est-ce que c'est pour un café? Est-ce que c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour 1 litre? Est-ce que c'est pour 1 tonne, etc. Si vous vendez à tout le monde, vous ne vendez à personne. OK? Donc, l'idée ici, c'est de dire, quand on vous pose la question sur les cibles, très souvent, même dans la manière de décrire, même ceux qui sont conscients que j'ai besoin d'être spécifique, les personnes vont s'arrêter sur une définition de la démographie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui habite en ville, c'est quelqu'un qui a quelle tranche d'âge, c'est quelqu'un qui a été à l'école ou pas, etc. Pour une base, c'est bien. Mais je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Quand vous avez bien défini à qui le produit répond, les gens doivent regarder et dire j'aime ou je déteste. C'est pour moi ou c'est pas du tout pour moi. Tant que c'est quelque chose de passe-partout, tant que vous n'êtes pas capable de dire clairement voilà à qui mon produit va apporter une valeur ajoutée, les gens aussi, ils ne sauront pas le comprendre, ils ne se retrouveront pas. Donc parfois, je vois des gens qui disent oui, je fais du marketing, mais personne n'achète parce que vous parlez dans le vent, vous parlez dans le vide. Et donc, en plus des données démographiques, il y a ce qu'on appelle les données psychographiques. C'est de comprendre quelle est l'émotion de la personne qui déclenche ce besoin-là, cette envie-là. Quand vous regardez aujourd'hui Facebook, okay, si je vais sur ton feed Facebook, le contenu qu'il y aura sur ton feed Facebook sera complètement différent du contenu qu'il y a sur mon feed Facebook. Quand vous ouvrez Instagram, la page où il y a toutes les images là, ce n'est jamais 2 fois la même page. Pourquoi? Pourquoi on dit que l'algorithme de TikTok, il est puissant, etc. Parce que ce sont des choses qui analysent Amina ces temps-ci, sur quoi elle clique, qu'est-ce qu'elle regarde, et qui vont chercher à comprendre qu'est-ce qui a le plus de chances de la faire cliquer. Donc, vu que ça fait 2 mois que je partage des informations sur le sport, sur la musculation, sur la ménopause et autres, quand j'ouvre mon Instagram, je ne vois que des éléments relatifs au sport. Si demain, je commence à regarder du contenu par rapport à la nourriture et autres, ça va uniquement me renvoyer des suggestions de publication par rapport à la nourriture. Donc, quand on va se poser la question de qui est la cible, non seulement on va chercher à comprendre, c'est quelqu'un, à quoi ressemble sa journée type. Quand j'ai réfléchi à sa journée type, je vais me poser la question, pourquoi elle va se comporter de cette manière-là? Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? Et on a vu des projets avec des millions qui ont échoué parce que les gens n'ont pas suffisamment inclus cette donnée de pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font. Et je vais donner un exemple très concret où c'était donc au Tchad, il me semble, un programme Bayer International est arrivé. La cible, c'était les femmes. A priori, on veut aider les femmes qui sont dans cette zone en milieu rural et qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc, si je me base uniquement sur ça, a priori, il n'y a pas de problème. Et donc, ils se sont dit, on veut éviter que les femmes fassent des kilomètres pour aller dans le puits pour aller chercher de l'eau, on va leur mettre un puits dans le village. 6 mois plus tard, donc, ils ont mis le puits, bravo, super, on a dansé et tout ce que vous voulez. 6 mois plus tard, suivi évaluation, ils viennent. Les femmes continuent de faire des kilomètres pour aller acheter de l'eau. Ils disent, ah, mais est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que le puits a été contaminé? Ils disent, non, tout va bien. Ils disent, oui, non, mais on ne comprend pas. On vous a mis le puits ici pour vous faciliter la vie. Pourquoi vous continuez de faire des kilomètres? Et les femmes qui disent, on va faire des kilomètres parce que c'est là-bas que les mariages se font. C'est là-bas que les conversations se font. C'est là-bas qu'on a la possibilité d'échanger et de se retrouver. Donc, on a réglé un problème de puits. On a imaginé une cible sans jamais leur demander en réalité pourquoi est-ce qu'elles faisaient des kilomètres. Donc, finalement, aller chercher l'eau, c'était un prétexte.
Donc, si on leur met un puits dans leur village et qu'on n'a pas trouvé un mécanisme de mettre un marché également autour de ce puits-là, on est passé complètement à côté de notre cible. Donc, ici, l'idée, c'est de dire, pareil, je reprends le coaching que je fais. Quand je me suis posé la question de qui est ma cible en fonction du produit que j'offre, à qui je peux apporter de la valeur, c'était de me dire, OK, la cible idéale, la personne qui va régulièrement acheter sans hésiter, c'est l'entrepreneur qui a déjà démarré, qui a peut-être fait 3 ans d'entrepreneuriat, qui a déjà mis des millions dans son business et qui ne comprend pas pourquoi il fait de l'argent. Cette personne-là, quand je lui donne mon tarif, elle ne trouve pas que c'est cher. Donc, quand je vais proposer mon coaching, je mets mon prix, des gens me disent, mais si tu divisais ton prix par 5, tu aurais beaucoup plus de clients. Je dis, mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux avoir maximum 10 clients par mois. Et ce qui se passe, c'est que c'est la même quantité d'efforts pour avoir ces 10 clients que pour avoir ces 50 clients que tu me proposes en me disant de diviser mon prix par 5. Yeah. Et donc maintenant, c'est être conscient de dire, OK, si ma cible, ce sont les cadres ou les personnes qui sont en transition de carrière, à ce moment-là, comme ma cible, elle est très claire, quand je fais ma communication, je ne viens pas faire une communication pour parler à tout le monde. Je pourrais dire, oui, voilà, je propose, mais ce ne sont pas mes clients. Donc, quand je fais ma communication, je parle à ma cible. Je vais dire, oui, vous avez investi des millions dans votre activité, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne décolle pas, vous êtes en transition de carrière, vous êtes cadre. Et à partir du moment où j'ai dit, vous êtes cadre, vous êtes en transition de carrière, vous avez fait des millions, qu'est-ce que j'ai fait? Naturellement, je me suis débarrassée de toutes les personnes qui m'auraient appelé pour me dire combien ça coûte. Lolo Leïdjar, c'est cher, etc. Parce que j'ai suffisamment défini ma cible. Donc, la cible ne s'arrête pas à la description physique, démographique. Elle va plus loin. Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur quand la personne achète ça? Qu'est-ce qui fait... Et si je devais donner un exemple, je dirais, regardez les publicités de médicaments. Qu'est-ce qu'on fait dans les publicités de médicaments? Quand on vend un médicament pour enfants, on vous montre un enfant qui est dans la souffrance et un parent qui veut aider son enfant, etc. Et typiquement, dans les publicités de médicaments, qu'est-ce qu'on vous montre? Quand c'est quelqu'un qui a de la toux, on vous montre la personne avec son écharpe. Je ne me trompe pas, je sais que c'est un médicament pour de la toux et si j'ai mal au ventre, je comprends que ça ne me parle pas. Est-ce que avoir un produit du moins, c'est forcément avoir une offre? Est-ce que avoir un produit ou un service, ça veut dire qu'on a une offre? Vous pouvez avoir le meilleur produit. Si votre produit, vous l'avez fait par rapport à ce que vous pensez, ce dont les gens ont besoin, et qu'il n'y a pas un marché qui a validé et que vous avez attendu d'avoir fait 1000 heures avant d'aller sur le marché pour dire, OK, est-ce que ça vous correspond? Vous allez vous planter. Donc, c'est important, même dans le processus de réflexion, même à cette étape d'idée, d'aller vers le marché. C'est pourquoi c'est une catastrophe des gens qui disent oui, non, il ne faut pas parler de ces projets parce que X, Y, Z. Il faut en parler, il faut aller vers les gens, il faut valider, il faut rapidement savoir ça prend pas. À l'étape d'idée, pendant que vous êtes en phase 1, en phase 2, etc. Et tout à l'heure, tu as un peu brossé la partie pricing, prix. Comment est-ce qu'on fixe ces prix? Alors, il y a différentes méthodes et différentes stratégies pour fixer son prix. La première chose, c'est déjà bien entendu de connaître ses charges. Okay? Parce qu'on veut être sûr qu'on fait quand même une marge, mais ce n'est pas suffisant. Si je dis, OK, admettons, je suis dans le e-commerce, OK, et que je dis, j'achète pour revendre, et ça, j'en vois beaucoup faire cette erreur-là. J'ai acheté à 4 000, je revends à 4 500. Ah, pourtant, ça va, je m'en sors. Mais ce 500 francs-là, qu'est-ce qu'il vous permet de réaliser? Souvent, je dis, ça ne sert à rien de se lancer dans un business si ce business-là, vous ne pouvez pas en vivre. Ça ne vous permet pas de vous en sortir. Donc, oui, c'est bien de connaître son prix, ses différentes charges, mais ce n'est pas suffisant.
pour pouvoir déjà convaincre. Admettons que parfois on me demande un service. Le service, je suis capable de l'offrir disons à 10 000 francs si je veux. OK? Mais je l'offre à 500 000. Pourquoi? Parce que la cible à qui je veux offrir ce produit-là, si je lui dis que ça coûte 10 000 francs, elle va me dire, mais ça vaut rien. Je peux donner un exemple concret. Une dame qui vient me voir, qui me dit, je fais de l'huile de soupe pure et je la fais et elle me donne un 10e du prix. Et je lui dis, non, ton produit, il est frelaté. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais entendu personne vendre ce produit-là en bas d'un certain prix. Donc, le simple fait qu'elle vienne me dire, oui, je le vends à un 10e du prix, je me dis direct, c'est pas possible. Ça veut dire que son produit n'a pas de valeur. Ça veut dire que son produit est mélangé. Qu'est-ce que ça signifie pour la personne qui est entrepreneur? Ça veut dire que je dois pouvoir choisir le positionnement de mon produit. Donc, savoir combien ça m'a coûté, c'est bien, c'est une chose, mais après, derrière, quand on est sur de la vente de marchandises, on a besoin de savoir sur les standards de ce qui se fait par rapport à la compétition. Pas pour copier la compétition, mais pour dire, OK, sur la perception que le client a de ce que ce produit lui apporte, quel prix est-ce que je vais mettre pour mon produit? Donc, non seulement on se base, oui, on a besoin de connaître combien ça nous coûte de produire une unité, OK, sans oublier les coûts cachés, emballage, le sachet que je mets, la carte que j'achète pour faire plaisir, etc. Mais derrière, je dois comprendre quelle est la perception de ce produit-là sur le marché. Parce que derrière, beaucoup d'entrepreneurs pensent que il faut forcément être le moins cher pour faire marcher son business et on a l'impression qu'il y a une course, voilà quoi, une course pour avoir le produit le moins cher. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à s'épuiser parce que vous n'allez jamais réussir à être plus compétitif que quelqu'un qui a un produit. Moi, aujourd'hui, je peux décider que j'offre un produit parce que je sais que je fais énormément de marge sur un autre produit. Aujourd'hui, je décide que sur ma plateforme de formation, je mets une formation à 5 900 parce que dans ma tête, je suis dans une démarche d'acquisition des clients. Donc, je me dis, je vais casser mes prix. Au lieu de mettre beaucoup d'argent dans le marketing, je choisis de casser mes prix. Regardez Canva, c'est ça que Canva a fait. Ils ont dit, je mets le produit, beaucoup de produits gratuits, je le mets à 7 $ par utilisateur. Le temps d'avoir 1 million d'utilisateurs sur la plateforme qui sont habitués aux produits. Et quand ils sont habitués aux produits, je mets le produit à 20 $ par utilisateur. Et toi, tu arrives. Tu ne connais pas la stratégie de Canva. Tu ne sais pas s'il fait d'autres partenariats qui font qu'il obtient des choses cadeaux. Et toi, tu dis, ah non, je vais être plus bas que Canva. Tu meurs. Je le vois dans le e-commerce. Des personnes, je vois le produit, je sais qu'il est acheté en Chine, je sais ce qu'il coûte en Chine, donc je sais arriver à Dakar normalement ce qu'il devrait coûter, mais elles se disent juste, il faut que je sois compétitive, le mettre à des prix pas possibles, alors que peut-être que cette personne-là est capable de le vendre à ce prix-là parce que son mari, il fait du groupage et le transport lui coûte rien. Alors que toi, tu payes le transport. Donc, c'est important de ne pas chercher à s'aligner sur la stratégie de prix de quelqu'un alors qu'on ne connaît pas sa stratégie d'acquisition, on ne connaît pas sa stratégie de prix. Donc, ce qui va être important, c'est plus important que ça, c'est de comprendre quelle est la perception. Un test que je demande souvent de faire, donner le prix à 10 personnes. Si les 10 personnes achètent sans hésiter, c'est que ton prix est trop bas. Augmente. 25% de plus, 50% de plus. Si maintenant 70% des gens te disent je prends, 30% des personnes te disent c'est trop cher, c'est bien. Tu es dans la bonne zone pour savoir que ok, ça c'est un bon prix. J'ai eu des clients qui faisaient des produits, des babouches magnifiques, excellente qualité. Ils étaient dans une zone à, comment on appelle ça? Ça va me revenir. Sodida. Ils étaient à Sodida, ils se reconnaîtront. Alors, la clientèle qu'ils avaient, c'était la clientèle de Sodida. Quand on a fait l'évaluation, quand on a calculé la valeur de leurs produits, on a multiplié le prix par 3. La dame, quand elle a multiplié, quand je lui ai dit ton prix, c'est ça, sa valeur, elle me disait la première fois qu'elle a dit le prix à certains clients, elle tremblait. Elle-même, elle avait peur d'annoncer le prix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui lui ont dit, non, ça c'est trop cher. Très bien. Et il y en a qui lui ont dit,
on savait que le prix allait augmenter. Et ils ont continué d'acheter. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle s'est déplacée, elle est à la VDN et elle trouve une clientèle maintenant qui achète sans hésiter. Mais derrière, ça a demandé aussi que pour offrir un produit de ce standing-là, elle a changé son packaging pour être à ce standing, elle a changé sa déco, elle a changé sa démarche, elle a changé son contenu pour dire « Ok, je suis maintenant dans le luxe, donc voilà pourquoi le produit il est pricé à ce prix-là et je m'adresse maintenant à des gens qui sont capables de se payer une paire à 150 000. » Great. On entend beaucoup parler quand il s'agit d'entrepreneuriat, etc., de business model. Il faut un business model, il faut un business model adapté au marché, etc. Est-ce que tu peux nous parler du business model? C'est quoi un business model et comment choisir un business model adapté à son activité? Oui. Alors, c'est pas compliqué en réalité. C'est le mot qui a l'air d'être un jargon et autres. Admettons, quand j'ai décidé de me lancer dans le coaching, j'ai analysé combien de clients je veux avoir par semaine. 1. 2. Quel montant est-ce que j'ai besoin de facturer pour pouvoir couvrir mes charges, être à l'aise, aller en vacances quand je veux. Et donc, je n'ai pas réfléchi en termes de qu'est-ce que la compétition fait, etc. J'ai dit de quoi j'ai besoin et à quel point, quelle quantité de travail j'ai envie de fournir. Et comme je voulais gagner plus de 1 million, on revient sur le 1 million, je voulais à peu près 10 clients par mois. Donc, je me suis dit, OK, voilà comment je vais offrir mon produit. Ça va être un package. Donc, c'est du coaching. J'ai décidé que je n'allais offrir du coaching que pour des sessions de 3 mois, pour diverses raisons, parce que je considérais qu'il fallait 3 mois pour que les gens prennent les bonnes habitudes, 3 mois pour faire le tour. C'était 1 heure de session par semaine et je les facturais à ce prix-là. Maintenant, une fois que j'ai dit je facture à ce prix-là, il faut que je mette de la valeur derrière. Il faut que je m'organise pour que les gens qui vont acheter ce produit, quand je vais leur dire mon prix, ils vont être prêts à acheter sans hésiter également. Et donc, c'est pourquoi je dis, ça part déjà de oui, combien vous voulez gagner et autres. Maintenant, quand j'ai su que voilà où je voulais me positionner, j'ai regardé, analysé qu'est-ce qui se fait de mieux et j'ai vu, ah tiens, pour être crédible dans ce domaine-là, il faut que je sois coach certifié. Et donc, je suis allée payer plusieurs millions pour avoir une certification qui est reconnue à un niveau international. Donc, c'est dans ce sens que je dis, en réalité, il n'y a pas de règles valables pour tout le monde. Ce qui compte, c'est OK, de pouvoir dire voilà comment je veux gagner et de réfléchir à maintenant comment est-ce que je vais m'organiser, quels sont les packages que je vais proposer, à combien de personnes je veux vendre. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de dire OK, voilà le montant que je vais facturer. Et maintenant, pour être crédible pour la facturation de ce montant, qu'est-ce que je vais mettre en place comme stratégie commerciale? Qu'est-ce que je vais mettre en place comme stratégie marketing? On a structuré maintenant notre idée de projet. On veut se lancer. Est-ce que c'est OK d'aller contracter un prêt à la banque quand on débute? Alors, en fait, vous avez répondu vous-même. Quand vous débutez, la banque ne va pas vous prêter. Ce n'est pas son job de prêter de l'argent à quelqu'un d'inexpérimenté et qui n'a jamais rien prouvé. La banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise ton argent. Elle utilise mon argent pour investir dans des entreprises qui lui payent un intérêt pour qu'elle puisse gagner de l'argent. Donc, l'argent, ce n'est pas l'argent de la banque. Donc, la banque veut être sûre que si je mets l'argent des épargnants, c'est parce que je suis sûre que derrière, il y a une rentabilité. Donc, la banque qui ne vous prête pas, ce n'est pas de la méchanceté. C'est de comprendre, OK, quel est le risque perçu? D'accord? Et ensuite, c'est de dire comment je fais pour commencer si je n'ai pas une banque qui me prête. Souvent, c'est pourquoi on dit d'ailleurs, les banques prêtent de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. Parce que vous avez déjà des revenus que vous générez et autres. Et donc, c'est important de comprendre que la banque, elle va vous accompagner sur du business développement. Elle va vous accompagner si vous avez un historique et qu'ils ont vu des rentrées, des sorties d'argent, etc. C'est à ce moment-là que la banque ne vous perçoit pas uniquement comme un risque. Quand vous démarrez, comme j'ai dit, c'est soit vous faites peut-être ce que vous n'aimez pas, mais c'est ça qui vous permet de gagner de l'argent et vous épargner. 2, si vous êtes déjà salarié,
c'est vous diminuez vos charges. Si ça demande que vous retourniez chez vos parents, vous retournez chez vos parents. Si ça demande que vous changez votre style de vie, vous changez votre style de vie. Mais vous savez que votre objectif, c'est de générer ou d'épargner tant de cash pour pouvoir vous lancer. Vous pouvez aller sur la voie de l'ADER existe, tel programme, tel projet et autres existent, mais c'est très aléatoire. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez passer. Vous pouvez y mettre 2 ans et ça devient plus de la chasse à l'argent que réellement du temps que vous avez investi pour chercher des clients. Moi, je dis souvent, au lieu de chercher de l'argent, mettez votre énergie sur chercher des clients. Parce que quand vous avez cherché des clients, vous avez validé votre idée de projet, vous commencez à générer de l'argent et l'argent derrière, il vient plus naturellement. Et s'agissant de chercher des clients, oui. Comment trouver son premier client? Je dirais, alors ça dépend déjà encore une fois du secteur dans lequel on est. La beauté aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Il n'a jamais été aussi facile de vendre qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, ça pouvait être compliqué. Où est-ce que je trouve les gens, comment j'y vais et autres. Mais aujourd'hui, en étant constant sur les réseaux sociaux, on est capable de toucher des milliers de personnes. Donc, la première chose, c'est déjà, il faut que votre produit il soit visible. Je vois des entrepreneurs qui se lancent, qui tombent amoureux de leur produit et qui disent « Non, mais moi, j'aime pas vendre. » C'est pas possible. C'est pas possible. Soit vous pouvez recruter un partenaire qui, lui, aime vendre ou autre, mais j'ai des gens qui me disent « Je ne vends pas ». Mais quand on analyse combien de temps vous avez passé sur l'activité de vente en elle-même, il y a 0 heure. Moi, si je veux, je peux dire, je ne mets pas de démarche commerciale. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mon réseau, j'ai déjà des gens qui reviennent, j'ai déjà des contrats récurrents, etc. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis exposée sur les réseaux sociaux. J'ai fait des vidéos, j'ai dit voilà mon expertise, j'ai analysé, ok, qu'est-ce que je règle comme problème, qu'est-ce que je propose aux gens? Et c'est ça qui fait que derrière, les gens vous voient et disent ah, ta vidéo, j'ai l'impression que ça m'a vraiment parlé, je suis intéressée. Autre chose que j'ai eu à faire, j'ai offert mes services. Des services qu'aujourd'hui, je n'offrirai pas. Mais au début, j'avais besoin d'avoir des références. On ne peut pas les inventer. Pour être crédible pour certains programmes, ils vont vous dire, mais tu as déjà fait ça pour qui? Donc, qu'est-ce que j'ai fait au début? Je suis allée voir des associations et j'ai dit, formation cadeau. Moi, je sais que la formation, elle est cadeau. Mais quand je vais faire mon CV, quand je vais faire mon offre, je ne dis pas que c'est cadeau. Et je ne mens pas si je ne dis pas que c'était cadeau. Je suis en train de dire, j'ai formé 50 femmes en gestion financière, j'ai formé 50 femmes sur le digital, et donc derrière, en l'espace de 1 mois, je suis capable derrière de venir dire, j'ai formé 150 personnes. Et je suis plus crédible que la personne qui est assise chez elle, qui fait uniquement du contenu, mais qui derrière ne déploie et ne propose rien sur le terrain. Donc, dans un premier temps, au début, pour bâtir votre crédibilité et autres, c'est bien, si vous arrivez à convaincre tout de suite, c'est très bien, mais n'hésitez pas à offrir des services qui vous permettent, dans un premier temps, d'avoir les références. Après, quand j'ai eu les références, j'ai arrêté le gratuit parce que j'étais suffisamment occupée. Après, les premières références sont arrivées, après le bouche à oreille et autres. Mais au début, moi, ce que je dis souvent, c'est, admettons, je suis vidéaste, vous allez voir une autre personne, vous proposez une collaboration et puis ça vous permet de dire, j'ai accompagné telle personne, j'ai travaillé avec telle organisation et c'est ça qui vous permet d'avoir vos premières références pour avoir cette crédibilité-là. Great. Dans un premier temps, pour trouver vos premiers clients, on peut aller sur les réseaux sociaux. Et la démarche, quand vous n'avez pas encore de clients, vous pouvez travailler gratuitement. Je me rappelle. J'ai une fois fait un contenu sur les réseaux sociaux. J'ai dit aux étudiants, guys, si vous pouvez aller chercher un stage non rémunéré, allez-y. Moi, à votre place, si je pouvais repartir à ma jeunesse, je paierais même pour un stage. Oui. Parce que j'ai juste besoin de références sur mon CV, sur mon profil, pour aller décrocher quelque chose. Mais ils sont tombés dessus. Carrément. Et 5 ans plus tard, ils sont où? C'est clair. Ceux qui te sont tombés dessus. C'est clair. Moi, je recrute des jeunes, des étudiants, etc. Mais ils me coûtent du temps.
ils me coûtent de l'argent. Quand ils arrivent, les autres personnes de mon staff leur disent ce qu'elle vous demande de faire. Elle le fait mieux que vous, elle le fait plus rapidement que vous. Et c'est vrai, très souvent, quand je délègue aujourd'hui un certain nombre de choses, je pars avec l'état d'esprit que ce ne sera pas le standard que je veux, que je vais devoir derrière repasser, que je vais devoir accompagner, que je vais devoir former. Parce que je suis à 20 ans, 25 ans d'expérience. Je recrute un étudiant qui vient de finir. Un étudiant qui vient de finir sur des domaines sur lesquels je travaille déjà. À moins que je tombe sur vraiment le génie des génies, en général, c'est quelqu'un qui arrive dans mon entreprise avec 0 expérience, avec que de la théorie. Donc, ce profil-là qui arrive, on monte, on descend, il me coûte de l'argent. OK? Donc, c'est important d'avoir cette humilité-là, de comprendre que quand je vais apporter, oui, mon expertise dans cette entreprise ou autre, d'ailleurs, en général, c'est pour une durée qui est assez courte, elle m'apprend, elle me donne de la crédibilité. Et après, maintenant, si vous ne voulez pas, mais allez chercher un job directement et voyez qui va vous recruter. C'est tout. Alors, pour trouver vos clients, dans un premier temps, travaillez gratuitement. Dans un deuxième temps, travaillez pour moins cher. Et alors, naturellement, je n'ai pas fait le travailler pour moins cher. Ah, d'accord. Non, j'ai fait le travailler gratuitement pour avoir les références et je suis directement allée au prix auquel je voulais me positionner. D'accord. Alors, pendant que je faisais le travail gratuitement, je suis allée chercher les certifications qu'il fallait pour avoir la crédibilité. Et cette démarche-là, je suis tout le temps dans cette démarche. 5 ans plus tard, entre le moment où j'ai eu ma certification internationale et aujourd'hui, il y a eu des coachs et des programmes de coaching en ligne partout. J'ai dit, OK, les gens vont se tromper. Quand je dis que je suis certifiée, ils vont peut-être confondre ma certification avec la certification de quelqu'un qui s'est formé pendant 8 heures en ligne et à qui on a dit bravo, on te donne une certification. Donc j'ai dit d'accord, si je continue à avoir le dessus, je vais aller faire un master. Je suis pas allée faire, c'est mon 3e master. Je suis pas allée faire un master parce que j'en avais besoin et autres. Je suis allée faire un master parce que dans la compétition, je voulais que quand je dis que voilà, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce master en sciences de l'éducation que d'avoir une certification dans coaching. OK? Je suis rentrée dans le master, j'ai dit ah tiens, je vais aller chercher la thèse parce que je veux qu'on m'appelle docteur. Après, c'est parce que je sais que derrière, quand il y aura des appels d'offres, j'ai plus de points quand j'ai ce profil-là que quelqu'un d'autre. Donc, c'est tout le temps dans cette stratégie de dire, OK, qu'est-ce qui est sur le marché? Comment je montre que j'ai une valeur ajoutée? Et je te garantis que quand je vais avoir le PhD, mes prix vont encore monter. C'est clair. Parce qu'il y aura une clientèle qui va dire, je cherche quelqu'un niveau PhD et il y a des standards qui sont à ce niveau-là. OK? Donc, au début, je répète, c'est stage gratuit ou si vous avez de la chance de vous faire payer très bien pour avoir l'expérience, terrain, pratique, pour pouvoir avoir un CV qui en jette. Une fois que vous avez fait ça, admettons, vous avez déjà atteint les niveaux de compétences que vous voulez en théorie, vous pouvez dire, OK, non seulement j'ai mon master, mais en plus, j'ai la crédibilité. Admettons, j'ai pas de master. Non seulement j'ai accompagné tant de clients, mais en plus, j'ai un actif que je suis capable de montrer derrière en référence. Et après, maintenant que vous avez fait ça, dans votre démarche commerciale, mais il faut pas dormir. Quand je dis faut pas dormir, c'est faut pas s'attendre à ce que parce que vous êtes bon, les choses vont vous tomber dessus. Il y a quand même un travail de prospection à faire. Le travail de prospection, c'est simple, c'est de dire, OK, voilà la cible qui a besoin de mon produit. OK? Admettons, je fais de la formation. Je reprends l'exemple de la formation. Dans le secteur de la banque, il y a combien d'entreprises? Et je vais aller chercher. Si dans le secteur de la banque, il y a 100 entreprises, je vais dire, OK, je veux que ces 100 entreprises-là me connaissent. Ensuite, agence de l'État, il y en a combien? Ensuite, structure dans tel domaine, il y en a combien? Ensuite, je vais acheter la base de données de la Chambre de commerce qui n'a plus la valeur qu'elle devrait avoir parce qu'il y a énormément de numéros. Il y a 50% des numéros qui ne sont pas bons, mais la base de données, comment je sais qu'il y a 50% des numéros qui ne sont pas bons? C'est parce que quand je l'ai acheté, on m'a dit, OK, voilà, il y a tant de numéros, on en a appelé 5000.
Donc derrière, quand moi je passe du temps à appeler 5000 personnes pour savoir est-ce que le produit que je propose intéresse, etc. et autres, je ne peux pas avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui fait que publier sur Internet et qui s'attend à avoir des retombées derrière. Donc quand on parlait de discipline, dans la manière dont un entrepreneur va organiser son activité, c'est oui, on a dit, voilà le temps que je passe en apprentissage, mais voilà le temps que je passe chaque jour en prospection. Voilà le temps que je passe chaque jour en présence du client. Maintenant, présence du client, ça peut être email, ça peut être post sur les réseaux sociaux et autres, mais si vous n'êtes pas en contact récurrent avec vos clients, vous ne pouvez pas augmenter le nombre, avec votre cible en tout cas, vous ne pouvez pas augmenter le nombre de ventes derrière. Alors, en termes d'outils pour générer des prospects et faire des ventes, on a parlé de créer du contenu sur les réseaux sociaux. On a parlé d'exploiter des bases de données. Oui. Des bases de données, des numéros de téléphone, par exemple avec la chambre de commerce. Oui. Une base de données de la base de la chambre de commerce. Orange aussi. L'annuaire d'Orange. Quelle autre technique est-ce qu'on peut utiliser pour vendre ces produits? Tout ce que j'ai dit, vous le trouvez sur Internet, vous mettez un Illimix sur votre téléphone et vous démarchez les gens. Vous avez donc, on a parlé des réseaux sociaux. 2, on a parlé des annuaires et ne pas avoir de faire du cold calling et se donner des objectifs. On en a fait tellement que quand on voyait le numéro, on savait que dans cette zone-là, c'est telle zone, c'est tel quartier de Dakar qui a des numéros qui ressemblent à ça. Et donc après, une fois qu'on a fait ça, c'est de dire, OK, les groupes WhatsApp sont là. Ne pas hésiter à dire voilà. Après, c'est dans son entourage dire voilà ce que je fais, est-ce que tu peux partager? Et les gens partageront dans leurs différents groupes, etc. Mais c'est de comprendre que c'est à vous de vous demander où sont mes clients, où sont mes prospects et comment je vais les toucher. Quand j'ai démarré le contenu sur TikTok, je pense que j'étais la seule qui faisait du contenu éducatif sur de l'entrepreneuriat sur TikTok à l'époque. Un ami journaliste m'a appelé en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais sur TikTok? C'est pour la danse, c'est pour le divertissement et autres. Qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui ai dit « Moi, je suis là où mes clients sont. C'est là-bas que je suis. » Donc, c'est vous poser la question de dire par rapport à ce que je propose, les gens qui sont supposés acheter ce service-là, où est-ce qu'ils traînent? Où est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils se retrouvent, à qui ils parlent, et vous assurer que vous êtes dans ces endroits-là présents également. Great. Et là, on veut vraiment un parcours réaliste qui peut nous permettre d'atteindre les 1 million de chiffre d'affaires. On va parler de chiffre d'affaires dans un premier temps par mois. Quel est le parcours qu'on peut mettre en place pour aller chercher le million? Je partagerai à nouveau une image que j'avais faite pour dire combien on gagne 1 million par mois en fonction de ce que l'on facture. Si mon service, il coûte 500 000, okay, il me suffit de trouver 2 clients qui vont me payer le 1 million. D'accord? Maintenant, c'est important de pouvoir dire, OK, de pouvoir même visualiser soi-même par rapport au service que je propose. Il me faut tant de clients pour avoir 1 million. Si mon service est de dire, OK, admettons que mon service, il coûte 100 000 francs, OK, j'ai besoin de 10 personnes qui achètent. Mon objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'atteindre ces 10 personnes le plus rapidement possible dans le mois. Si j'ai atteint mon 10 personnes très tôt dans le mois, je peux dire, je peux relaxer. Parce que je sais que j'ai fait mon bénéfice, c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Si je ne suis pas dynamique et actif dès le début, ça veut dire que vers le 25 du mois, je commence à stresser là maintenant parce que je n'ai pas atteint mon 10 clients. Donc, c'est d'abord de dire, OK, voilà ce que je vends. Je veux atteindre 1 million. J'ai besoin de vendre à combien de personnes? Admettons que je dis, OK, j'ai besoin de vendre à 100 personnes. Si je dis j'ai besoin de vendre à 100 personnes, j'ai à peu près 20 jours de travail dans le mois. Sur les 20 jours de travail dans le mois, ça veut dire que j'ai besoin à peu près de vendre à 25 personnes par semaine. Ça veut dire que j'ai besoin de vendre à 5 personnes par jour. Et puis après, maintenant, en fonction de notre capacité à vendre, c'est de dire, OK, pour vendre à 5 personnes, peut-être qu'il faut que je fasse, au début en tout cas, peut-être qu'il faut que j'envoie 50 devis pour que finalement 5 personnes me disent oui. Et quand je suis assez bon et que je sais bien faire mes cibles maintenant, peut-être qu'à un moment, j'ai besoin de faire juste 20 devis pour pouvoir vendre à 5 personnes. Mais
Au début, c'est ce travail qu'il faut faire de dire, OK, je veux toucher 100 personnes qui achètent. Pour avoir 100 personnes qui achètent, combien de devis je dois envoyer? Pour envoyer un devis, ça veut dire qu'il faut que j'ai parlé à la personne, que ce soit quelqu'un qui décide, que ce soit quelqu'un qui comprend que je lui règle un problème et que j'ai fait un devis. Donc après, la question qu'on se pose, moi régulièrement, les gens m'entendent dire, j'ai pas envoyé assez de devis. Parce que je sais que c'est un devis qui se convertit derrière en facture. Et donc, si je n'ai pas envoyé assez de devis, je n'ai pas fait assez de factures. Après, ça dépend. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de devis, qui font des factures directement. Mais c'est des petits objectifs comme ça, des petits indicateurs comme ça de, OK, j'ai envoyé combien de factures, j'ai envoyé combien de devis, quel est l'effort que j'ai besoin de faire davantage pour pouvoir atteindre cet objectif-là de suffisamment de personnes qui m'ont dit combien ça coûte. Après la vente, on a l'impression que les choses s'arrêtent là. Mm-hmm. On oublie que derrière la vente, il y a un travail de fidélisation. Mm-hmm. Quelle est l'importance de la fidélisation et quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour fidéliser? Pourquoi est-ce qu'on a compris que la fidélisation, c'est essentiel? Parce que c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté que quelqu'un qui ne te connaît pas. La personne qui ne te connaît pas, il faut bâtir la confiance, il faut rassurer, elle n'est pas sûre, elle hésite et autres. La personne qui a déjà acheté chez toi, elle te connaît, elle a déjà utilisé son système de paiement, elle a déjà utilisé ton produit. La résistance sur cette décision d'achat, elle est beaucoup plus faible chez la personne qui a déjà acheté. Quand maintenant la personne qui a déjà acheté est fan de ton produit, devient ambassadeur de ton produit, c'est elle-même qui en parle à d'autres. Et quand c'est elle qui parle à d'autres de ton produit, ils achètent encore beaucoup plus facilement. Mm-hmm. Donc l'idée de la fidélisation, c'est de permettre de faire comprendre aux clients, t'es pas juste une facture. Je ne me suis pas juste servi de toi pour atteindre mon objectif, tu comptes. Et l'être humain, il aime sentir qu'il est spécial. Il aime sentir qu'il compte. Donc, l'idée, c'est de faire comprendre à ce client-là qu'il est précieux parce que derrière, c'est plus facile de le faire acheter à nouveau. Comment on fait? Et c'est là qu'on commence à parler d'outils. Okay. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai une très mauvaise mémoire, donc j'ai besoin d'écrire. Donc, admettons, j'ai vendu un produit à un client et dans la conversation, il me dit « Ah non, mais je ne me sens pas bien. » OK, je vais noter, OK, reminder. Et donc, dans une semaine, je peux rappeler le client. Ah, ça va mieux, tu me disais que tu ne te sentais pas bien la dernière fois. Ce qui fait que je ne suis pas dans une relation de vente, achat-vente. Le client perçoit que je suis quelqu'un qui est là. Bon, je suis dans le service, c'est normal. Mais se dit, ah, mais vraiment, cette personne-là, elle est attentionnée. Je ne suis pas juste un numéro. Et donc, cette personne-là va être prête à travailler, même si ça vaut plus cher avec toi, parce que ce n'est plus seulement une relation d'achat. OK? Donc, fidélisation, c'est quoi? Avoir un système qui permet de relancer, qui permet de dire au client, ah, j'ai vu que la dernière fois, vous avez acheté le boubou rose, on a sorti une version bleue, je pense que ça pourrait vous plaire. C'est vraiment, qu'est-ce que je mets en place pour demander l'avis, pour régler des problèmes que le client il a présentés, pour rassurer. Et donc, c'est important d'avoir une stratégie pour le service après-vente. Great. Je pense qu'on a fait le tour et il y a sûrement pas mal de personnes qui nous regardent qui aimeraient travailler avec toi. Si on veut, pour les gens qui veulent te contacter, qui veulent travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu as aussi des outils qui peuvent permettre d'aider les entrepreneurs qui veulent se lancer ou bien qui se sont déjà lancés? Alors, quand on a démarré, on a dit que la cible, c'était typiquement l'étudiant qui n'a pas encore les moyens, qui cherche à se lancer. Ce n'est pas ma cible, il ne peut pas me payer. Par contre, comme je sais que je ne peux pas l'accompagner en coaching individuel et qu'il y a quand même une demande à ce niveau-là, j'ai créé avec deux autres personnes une plateforme qui s'appelle Melam, qui est une plateforme qui permet d'avoir du contenu en ligne. Et donc, toutes les questions qu'on a abordées, on a créé des capsules vidéo. Sur ces 20 capsules,
chaque capsule vient avec un exercice pratique. Va sur le terrain. Et quand tu vas sur le terrain, voilà les questions que tu devrais poser. Comment réagir quand il y a des objections? Comment répondre quand le client dit c'est trop cher? Comment faire son bilan et autres. Et donc, on a pris tout le parcours dont tu as parlé. Depuis l'idée, on a inclus le service après-vente, comment fixer son prix. Toutes ces parties-là sont sur ces capsules-là. Et la beauté, c'est qu'en ce moment, c'est gratuit. Great, ça c'est une grosse opportunité à saisir. En tout cas, merci beaucoup coach Mina Pro pour ton expertise, ta générosité et ton temps. Merci beaucoup. Au début, je disais que la motivation, c'est parce que je suis convaincue que ce sont les formations, c'est l'éducation qui va nous permettre de nous développer, qui va permettre au maximum de personnes d'atteindre leur objectif. J'espère que le contenu a été assez simplifié, assez pratique. Et donc, si j'avais un conseil pour donner, pour finir, c'est, j'ai dit énormément de choses. Prenez ce qui vous convient. Allez tester sur le marché parce qu'en bout de ligne, ce qui compte vraiment, c'est le temps que vous passerez en contact de vos cibles. That's a wrap. Merci. Merci. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique.